Oui, mais c'est assez classique. C'est-à-dire que dans ce type de mutation, on a toujours l'impression que la destruction précède la création parce qu'on identifie bien ce qui est détruit. À l'inverse, on voit mal ce qui est créé. Donc aujourd'hui, on voit bien les secteurs qui souffrent, le secteur des taxis, le secteur des maisons de disques, certains secteurs de la médecine. On voit bien ce qui est bousculé par l'innovation. Et on a du mal à voir et à quantifier là où sont créées les activités, la valeur ajoutée, mais aussi les emplois qui sont liés à tous ces nouveaux secteurs. Et pourtant, il y en a. On a coutume de dire, pour prendre cet exemple en particulier, ou ces exemples en particulier qui sont très emblématiques, qu'Airbnb ou Uber ne créent pas beaucoup d'emplois. Mais quand on regarde les choses attentivement, c'est complètement faux. Uber en crée énormément. Vous avez certaines villes dans le monde maintenant dans lesquelles Uber est le premier employeur. Et Airbnb ne crée pas des emplois directs, mais il crée des emplois indirects parce que les économies que font les touristes en utilisant ce type de service leur permettent d'aller plus au restaurant, plus au musée, d'utiliser davantage les transports publics. Et donc, tout ceci recrée des emplois. Donc non, je crois qu'on a de la destruction créatrice. Schumpeter est toujours valide. Je dirais qu'on a l'impression qu'il ne l'est pas, paradoxalement, parce qu'il est valide à la puissance 10. C'est-à-dire que le phénomène aujourd'hui de destruction est tellement rapide, il est fort, il est très spectaculaire. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un pays dans lequel les corporations sont assez bien organisées. Donc vous avez la corporation des taxis, la corporation des hôtels, la corporation des je ne sais quoi, qui est assez efficace pour faire valoir ses droits. Mais non, je crois qu'on est de ce point de vue-là dans un cycle classique. Alors, il ne faut pas voir les choses en rose, ça veut dire qu'on a une problématique colossale, énorme, qui est une problématique de mutation de l'activité et aussi de mutation des compétences. Parce qu'il n'y aura pas de fin du travail en soi, mais en revanche, il y a une mutation du travail absolument colossale qui nécessite qu'on s'y adapte si on ne veut pas avoir des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui restent au bord de cette révolution. Alors, une partie de la France, oui. On voit bien qu'on a beaucoup de start-up, on voit bien qu'on a des écoles d'ingénieurs, je pense à Polytechnique ou aux mines, qui se sont incroyablement modernisées ces dernières années et qui sont passées du statut d'énarchie scientifique à un statut d'incubateur de génies qui vont aller conquérir le monde. Donc, du point de vue de la crédibilité et de l'entrepreneuriat, on est parfaitement équipé. Après, on a deux sujets qu'il faut absolument résoudre. Premier sujet, c'est qu'on a quand même tout intérêt à ce que ces startups elles grandissent en France, et ça nécessite une adaptation du cadre légal, du cadre réglementaire, je pense en particulier au principe de précaution, et puis du cadre fiscal, bien évidemment, qui soit un peu plus incitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Puis ensuite, on a le problème de la gestion des mutations, dont je parlais il y a un instant. Je prends toujours comme exemple le moniteur d'auto-école qui va perdre son job à cause de la voiture sans chauffeur. Qu'est-ce qu'on fait pour lui sans lui raconter n'importe quoi, en lui promettant que la voiture sans chauffeur n'arrivera jamais en France, parce qu'elle arrivera. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui? Et donc là, on en revient à des sujets qu'on a un peu essayé d'aborder avec la loi El Khomri, qui sont des sujets de flexibilité. Il faut beaucoup de flexibilité pour donner la possibilité aux entreprises de créer beaucoup d'emplois. Et puis il faut, alors, non pas de la sécurité, j'aime pas du tout ce terme, parce que c'est une promesse marketing invendable qu'on ne pourra pas tenir. Enfin, si elle est vendable, on ne pourra pas la tenir, mais il faut de l'employabilité. Et ça passe par une révolution de la formation initiale, mais aussi formation continue, pour faire en sorte qu'on ait quelque chose à proposer à ces gens qui vont être les victimes de la destruction créatrice. Alors, avant de faire des réformes, pendant une campagne électorale, par exemple, j'essaierai d'imposer un récit et un projet, parce que ce qui manque, c'est le projet. Et pourquoi est-ce que ce projet manque? Parce qu'aujourd'hui, le personnel politique n'a pas du tout la conscience de cette révolution du numérique, qui d'ailleurs va au-delà du numérique au sens strict du terme, parce que ça concerne la santé, parce que ça concerne les transports. Donc en réalité, c'est un tsunami d'innovation qui va changer la totalité de la société. C'est-à-dire qu'en raison de ces innovations, notre société ne sera plus jamais comme avant. Et donc il faut expliquer où se place la France et quel est notre projet collectif en termes de valeurs, en termes de morale. Et de tout ça doit découler une réglementation, une régulation et des réformes. Et la principale des réformes à faire, c'est la réforme du marché du travail, bien évidemment, qui est une réforme relativement simple. Il faut absolument qu'on fasse diminuer notre taux de chômage structurel là tout de suite. On sait très exactement ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut continuer de diminuer les charges, comme a commencé à le faire de façon forte à propos le gouvernement. On sait qu'il faut introduire un nouveau contrat de travail, un petit peu comme ce qu'a fait Matteo Renzi il y a quelques mois en Italie. On sait qu'il faut
faire monter en charge l'apprentissage pour recréer beaucoup d'emplois dans des secteurs qui sont des secteurs à valeur ajoutée modérée, mais peu importe, ce sont quand même de très bons jobs, hein, dans la restauration, c'est vraiment formidable. Donc il faut beaucoup plus d'apprentissage, il faut bien évidemment réformer la formation continue pour faire en sorte qu'elle bénéficie beaucoup plus à ceux qui en ont besoin, et il faut faire en sorte qu'elle réponde aux besoins des salariés qui subissent une mutation et des demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, vous voyez, donc on sait grosso modo ce qu'il faut faire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le récit politique qui fasse en sorte que ce soit accepté par l'opinion publique. Parce que dans le cadre de la loi El Khomri, on a beaucoup glosé sur le manque du courage du gouvernement. Enfin, la réalité, c'est que le gouvernement a eu le courage de la proposer et que 70% des Français étaient contre. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui n'est pas courageux ou qui n'est pas bon. Sans doute, les gouvernements ne sont-ils pas toujours suffisamment bons ou suffisamment courageux, d'accord, mais enfin, le fait est que l'opinion publique n'a pas du tout soutenu cette réforme, qui pourtant est le strict minimum par rapport à ce que l'on va devoir faire et en préparation de ce tsunami d'innovation qui arrive.